Bonjour à tous. Connaissez-vous Les Sentiers de la Gloire? Pas sûr. Les Sentiers de la Gloire est un film de Stanley Kubrick et sorti en salle en 1957. Mais pas en France. Enfin, du moins, pas tout de suite. On y reviendra plus tard. L'histoire se déroule durant la Première Guerre mondiale. Alors que la guerre fait rage sur le front de l'Est, des hauts gradés français décident de prendre la côte 110, qui serait un point important des forces allemandes. Après un refus de courte durée, le général Paul Muro accepte la mission. Lors d'une inspection de tranchées, on fait la connaissance du colonel Dax, interprété par un jeune Kirk Douglas. Après une tentative d'espionnage de nuit qui échoue, la bataille commence. Les soldats de la première ligne se font quasiment tous décimés, et les soldats de seconde ligne refusent du coup de se joindre, conscients du suicide collectif. Il est décidé de faire feu sur les tranchées rebelles, mais l'ordre n'est pas lancé. Un conseil de guerre est organisé suite à l'échec de l'attaque. Il est décidé de choisir au hasard des soldats français pour les exécuter pour l'exemple. Les 3 soldats sont entendus dans une cour martiale. Ils sont jugés pour trahison et lâcheté. Ils sont exécutés par un peloton d'exécution français. Après l'exécution, lors d'un dîner, le colonel Dax signale la tentative de Paul Miro de faire feu sur les lignes françaises. Il va donc également être jugé. Le colonel Dax refuse par honneur une mutation à un poste plus élevé, ce qui a pour conséquence de se mettre à dos des hauts gradés. En effet, celui-ci remet en cause toute l'autorité des hauts gradés. Le film se termine sur des soldats français dans un bar, émus par une chanson d'une jeune Allemande chantant avec elle. Alors, comme vous avez pu le voir, le film critique fortement l'armée française et ses agissements durant la Première Guerre mondiale. En effet, durant la Première Guerre mondiale, on a pu observer ce que l'on appelle les fusillés pour exemple. Ce sont des soldats choisis pour être exécutés, pour sanctionner une partie de l'armée lorsqu'elle est accusée de lâcheté. Ici, c'est illustré par le fait que les soldats choisis le soient pour manque de combativité face à l'ennemi et seront jugés pour cette faute. On a pu compter plusieurs centaines de cas comme cela, et on a dû attendre longtemps avant qu'ils soient réhabilités dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Le film sort en 1957. La France est dans le tourment de la guerre d'Algérie et le gouvernement français est assez mécontent de l'image qu'envoie le film sur l'armée française et va donc l'interdire jusqu'en 1975. Mais bon, cessons de parler des détails techniques et tentons de répondre à la question posée dans le titre. Les Sentiers de la Gloire est-il le film de guerre ultime? Évidemment, on cherche à savoir si le film est le plus représentatif du genre du film de guerre, plus encore que d'autres films du réalisateur, comme Fear and Desire ou Full Metal Jacket. Pourquoi je m'arrête à l'œuvre du réalisateur? Tout simplement parce que d'après Michel Simon, dans une conférence à l'Institut Lumière, Kubrick tentait à chaque fois de faire le plus grand film du genre. Et donc je crois que chacun de ces films, c'est une tentative de dépasser, de subvertir les conventions du film de genre, tout en utilisant l'extraordinaire potentiel que représente le cinéma de genre. Tout d'abord, on peut se questionner sur ce qu'on attend du genre du film de guerre. Quelles sont ses caractéristiques? Déjà, il faut qu'il y ait un contexte de guerre. Elle peut être montrée ou non, mais elle doit être au centre du film. Elle peut être aussi représentative d'une époque, et montrer une guerre qui s'est réellement déroulée pour développer son propos. On ne compte pas le nombre de films sur la guerre du Vietnam ou sur la Seconde Guerre mondiale. Cela rajoute une difficulté, car il faut que le réalisateur fasse preuve d'une rigueur historique. Mais surtout, je pense que ce qu'on attend du film de guerre, c'est un caractère presque social. On doit y voir des interactions entre les personnages. On ne peut pas simplement faire un film entier sur les gens qui s'entretuent. Sinon, le film n'a aucune utilité et on regarde des archives de la Première Guerre mondiale. Alors, regardons ce que donne le film. Tout d'abord le contexte. La Première Guerre mondiale. Voilà, bim, c'est lancé dès le début avec un gros 1916 qui fait un tiers de l'écran. Donc ici, Kubrick a choisi de prendre la Première Guerre mondiale pour développer son propos. Quand on connaît la maniaquerie du gars, on peut s'attendre à un gros travail sur les détails historiques. Eh ben non, il y a plein d'erreurs historiques dans le film. Alors, bien évidemment, ça tient du détail, ça ne nuit pas forcément au contexte ou au récit, mais il faut quand même les remarquer. Par exemple, durant la Grande Guerre, et encore plus au début, les soldats français étaient équipés du fusil Lebel. Et ça, c'est pas le Lebel. On le remarque parce que la baïonnette est différente. Bon. Aussi, on en parle des tranchées ultra propres. Les tranchées françaises, ça ressemblait plutôt à ça. D'autres erreurs présentes peuvent être comprises et peut-être volontaires.
Par exemple, les soldats choisis proviennent du 701e régiment. Or, la France n'en a jamais connu autant. Cette erreur peut être comprise comme une volonté de placer l'action dans un régiment qui aurait pu être n'importe lequel durant le conflit, comme une volonté de généraliser le propos à toute l'armée. Mais comme dit précédemment, on peut pardonner ces erreurs au film, car elles relèvent surtout des détails et ne nuisent pas au propos. D'ailleurs, on peut faire remarquer que la grande scène de bataille est absolument dantesque et horrible à la fois, faisant preuve d'une certaine rigueur historique. Dans la filmographie de Kubrick, son film Full Metal Jacket est bien plus exact. Mais d'un autre côté, lors du tournage de Full Metal Jacket, Kubrick était reconnu comme un grand réalisateur et avait plus de moyens pour réaliser ce qu'il voulait. De plus, il est possible que lorsque Les Sentiers de la Gloire était en projet, on n'avait pas encore toutes les informations sur la Première Guerre mondiale. Bon, ça se déroule à la Première Guerre mondiale, très bien. Mais est-ce si important? Pourquoi a-t-il pris l'armée française précisément? Et est-ce qu'on aurait pu prendre un autre conflit? Le choix de la Première Guerre mondiale n'est pas anodin. Il s'agit de la Première Guerre moderne, industrielle. Et c'est lors de cette guerre qu'on a pu voir une forte montée de la propagande. Mais surtout, ce conflit est un marqueur d'une certaine fracture sociale. Il y a dans ce pays une Oh fracture. putain, qu'est-ce que ça fout là, ça? C'est mon ancien programme. Et c'est très bien montré dans le film. On y voit d'un côté des soldats désespérés, débattant sur la meilleure façon de mourir dans cette guerre, la manière la moins douloureuse. Je vais pas dire, dans les deux cas, c'est de l'acier qui te déchire les tripes. Seulement la mitrailleuse est plus rapide, plus nette, et ça fait moins mal. Mais qu'est-ce que ça prouve? Et ça prouve que la plupart d'entre nous redoutent plus d'être blessés que d'être tués. Et de l'autre, des hauts gradés, plutôt riches, se permettant de faire des balles alors que des gens meurent, et qui discutent de la meilleure façon de récolter la gloire avec cette guerre. Le caractère social est très marqué dans ce film. Certes, on voit beaucoup plus de généraux et de colonels que de soldats, mais l'image qui en est donnée est diamétralement opposée, tournant à l'avantage des soldats. Ce sont des types affamés, sales, qui n'ont rien à faire ici, alors que les généraux décident simplement des grandes lignes des actions que les soldats doivent effectuer. On peut aussi y voir une sorte de caractère révolutionnaire dans le film. Je ne veux pas faire mon Karl Marx à 2 balles de 8 mm Lebel, mais il faut se souvenir que la Première Guerre mondiale a permis la révolution de 1917 en Russie, qui, bien qu'elle ait fait émerger une des dictatures les plus cruelles, a aussi permis une large diffusion des idées socialistes qui ont permis des avancées sociales. Le caractère révolutionnaire du film se fait par la distinction en deux classes, les prolétaires, les soldats, qui vont se faire tuer, et les bourgeois, les généraux, qui font leur business sur la mort des gens. Les soldats sont glorifiés, ce sont les seules personnes lucides au suicide qui les attendent lors de la charge, alors que les hauts gradés sont inconscients et ne font que donner des ordres, complètement déconnectés de la réalité. Dans cette scène, on voit le général dire « Si un homme est une femmelette, et qu'il se mette en jupon et se cache sous le lit. Mais s'il veut être un soldat, bonté divine, qu'il se comporte comme tel. » L'ironie est mordante, surtout lorsqu'on sait que c'est l'ordre de mobilisation générale, c'est-à-dire sous la contrainte, qui a mené ces hommes jusque-là, soulignant également la déconnexion des hauts gradés face à la réalité du pays. La différenciation en classe se développe aussi par le mépris qu'ont les généraux pour les soldats, notamment sur les dégâts psychologiques de la guerre. Il a été commotionné, mon général. Dites pas de sottises, sergent. Être commotionné, ça n'existe pas. D'ailleurs, lorsque le soldat lui annonce la réalité, le général préfère nier en frappant le soldat. Jamais je ne l'enverrai. Je vais te tuer. Allons, un peu de cran, vous vous conduisez comme un lâche. Je suis un lâche, moi. Secouez-vous, soldat. Le mépris s'exprime aussi lors de la scène du jugement. La parole des soldats est remise en cause systématiquement lors d'une parodie de justice, les hauts gradés ne suivant que leur avis. Le commandant Vignon a été tué, il m'est tombé dessus à la renverse. Je suis resté assommé. Et vous êtes resté sans connaissance dans la tranchée pendant toute la durée de l'attaque. Oui, mon colonel. Ce sera tout. Mais vous n'avez pas de témoin. Non, mon colonel. Je n'ai comme preuve que la plaie que j'ai à la tête. Vous auriez pu vous l'infliger vous-même par la suite. Merci. De plus, une différenciation s'effectue dans le film, dans la responsabilité des faits. Au début du film, un colonel tue accidentellement un de ses hommes. Celui-ci décide de fuir sa responsabilité en réécrivant les faits. Par contre, lorsque l'attaque échoue, on fait porter la responsabilité aux soldats plutôt qu'au commanditaire de l'attaque. Les soldats sont considérés comme des chiens, et s'ils n'obéissent pas, qu'on les abatte. Voilà pour le côté social du film. Mais Kubrick annonce un message profondément antimilitariste, tout en confrontant les hommes avec leurs vices. Le message antimilitariste se crée notamment avec une certaine ironie visible dans le film, notamment par la mise en scène. Par exemple, lors de la scène de l'inspection des tranchées, le général dit « Je vois qu'on nettoie son fusil, hein, et ben, c'est ce qu'il faut faire. Le soldat n'a pas de meilleur ami. Veillez bien sur lui et il veillera toujours sur vous. Oui, mon général. qui s'ensuit par une explosion, montrant l'inefficacité du soldat seul
face à la modernité de la Grande Guerre. Dans la même scène, plus le général avance, plus il s'enfonce dans l'horreur du conflit, passant à côté de soldats blessés, avec des explosions de plus en plus fréquentes. Mais celui-ci semble ne pas en tenir compte. Lorsque le général annonce l'attaque de la côte 110, non seulement il annonce un nombre de morts réellement sous-estimé, mais il annonce fièrement « En général, cela veut dire que plus de la moitié de mes hommes seront tués. Oui, il est terrible que ce soit à ce prix, colonel. Mais nous aurons enfin la côte 110. Mais l'aurons-nous? » Ce sont donc des hommes ne considérant que très peu la vie de leurs semblables, quoique semblables pas forcément, puisque comme dit précédemment, il y a une distinction sociale entre ceux qui envoient tuer et ceux qui se font tuer. L'absurdité se retrouve dans la scène du jugement. Le colonel Dax est chargé de la défense des soldats. Celui-ci, voulant prouver l'absurdité des chefs d'accusation, dit ceci. Et vous vous êtes donc trouvé au milieu des lignes, tout seul avec le soldat Meyer? Oui, mon colonel. Pourquoi n'avoir pas attaqué la côte 110 à vous deux? Pourquoi ne pas l'avoir prise à vous deux? Rien que moi et Meyer, à vous blaguer, mon colonel. Ah. Oui, je blaguais, bien entendu. Merci. J'ai terminé. Cette question rhétorique vise à remettre en cause la nature même du jugement, et cela afin de faire un gros doigt d'honneur à l'armée française. Mais un des points les plus importants est la présence d'une femme. Bien que la femme ne soit présente qu'à la fin, elle est un élément très important dans l'humanisation des soldats. Bien qu'on les voit un peu discuter durant le film, on voit surtout des hommes qui errent, ne présentant aucune humanité. C'est seulement à la fin, lorsque les soldats chantent avec la jeune Allemande, que l'on voit réellement des émotions sur le visage de ces gens. La femme est présentée comme l'élément qui rend les hommes humains, les libère du traumatisme de la guerre. Mais surtout, dans le film, on ne voit jamais de soldats allemands, on ne voit pas l'ennemi. Non seulement cela permet de montrer que la tentative d'assaut sur la côte 110 est vaine, mais surtout, cela permet à la chanteuse allemande de réunifier les deux pays en guerre, le tout dans un moment d'émotion partagée. On peut presque voir ça comme le début d'une émancipation de la femme, celle-ci montrant sa force et étant présentée au-dessus de la guerre. Les Sentiers de la Gloire est un film très complet. Il montre la guerre sous tous ses aspects et n'oublie pas le côté social représentatif d'une époque. La censure de l'État français ne fait que renforcer le message des autorités qui fuient leurs responsabilités. Oui, ce film est utile. Déjà, il est bien réalisé, c'est une belle leçon. Surtout quand on sait que le réalisateur avait fait à peine 5 ans avant Fear and Desire qui était désastreux. Du coup, je pense que Les Sentiers de la Gloire est le film le plus représentatif du genre du film de guerre à ma connaissance, car il aborde tous les aspects, politique, social, humain, historique, etc. Il a permis de mettre en lumière les agissements cachés de l'État français lors du conflit, alors que la France était considérée comme une grande victorieuse de la Grande Guerre, et son armée étant présentée comme honorable. Je vous conseille vivement de voir ce film, qui est une leçon de réalisation, avec des décors somptueux et détaillés, avec un message profondément antimilitariste, n'est-ce pas, Truffaut? Mein Liebchen steht